transplantation cardiaque, mais les besoins, la liste d'attente est assez longue et des problèmes de la disponibilité des groupements pose énormément de problèmes parce qu'il y a beaucoup de mortalité dans cette liste cardiaque. Et on a pensé à faire au pôle cardiovasculaire un programme LVAD pour ce type de patients, pour être bien sûr en phase avec les recommandations internationales, ô combien coûteuses, mais ô combien ayant transformé le pronostic de beaucoup de patients. Et on s'est occupé bien sûr de ces patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée pour les screener, pour prioriser. Et vous savez, dans un pays en voie de développement, on va dire à revenu faible, on a eu du mal à pouvoir convaincre les autorités pour pouvoir mettre en place ce programme. Mais avant, il fallait aussi voir nous-mêmes, nos collègues, etc., pour voir quels sont les bons candidats pour avoir les meilleurs résultats. Donc, si le programme est avancé, vous savez tous que cette hétérogénéité dans le groupe insuffisance cardiaque, notamment pour les classes NIA 3 et NIA 4, a été donc un peu améliorée par cette Intermax classe qui a permis dans ce groupe de patients de voir quels sont les patients les plus à même de bénéficier de cette assistance circulatoire. Et donc c'était essentiellement les classes 3, 4 et certains bien sûr classe 5. Pourquoi on a pensé à l'assistance circulatoire assistée et LVAD? Parce qu'il y a quand même des études qui ont permis de l'upgrader dans l'arbre décisionnel de l'insuffisance cardiaque avancée, avec une survie qui à 2 ans qui a égalé la transplantation cardiaque pour les centres experts, et puis à 5 ans, une survie de 60% versus 70 à 75% des patients greffés. Donc c'est une thérapie qui s'est imposée pour impacter la survie de ces patients en insuffisance cardiaque. Donc, nous parlons de l'assistance circulatoire gauche et vous voyez là, on parle de ça, de ce device-là. Vous avez cette pompe cette turbine qui s'implante au bout de la pointe de l'ventricule gauche et qui va bien sûr pomper le sang vers la hanche. Et vous voyez un peu les constituants. Grossièrement, il y a donc ce moteur, il y a un système aussi qui relie ce dispositif à une batterie et puis bien sûr un moniteur pour les alarmes et pour pouvoir suivre les patients et moduler le fonctionnement de l'appareil. Alors, on sait qu'il y a grossièrement 3 scénarios. Il y a le LVAD bridge en attendant la transplantation. Il y a le bridge à la décision, et là on verra, ça dépendra de l'évolution du patient, notamment ceux qui ont une dysfonction ventriculaire droite, une hypertension artérielle pulmonaire, et on verra selon l'évolution, donc le devenir du patient. Et puis il y a des LVAD destination therapy, c'est-à-dire c'est des patients qui ne peuvent pas avoir de greffe cardiaque et qui auront ce dispositif à vie. Et puis, autre chose, on a quelque chose qui a permis d'affiner un peu les indications, c'est-à-dire pour le screening des patients, il suffit d'avoir 2 de ces 9 critères pour être éligible pour LVAD. Alors, ça va de la classe NIA, du besoin en inotrope, à la dysfonction ventriculaire gauche, bien sûr, de fait, elle est là, au choc du défibrillateur, au nombre d'hospitalisations, au dommage rénal, etc.
Et puis, donc, on a commencé à rêver pour avoir ce device, c'est-à-dire que ça soit pris en charge par les autorités. On a fait beaucoup de réunions avec les deux ministères de la Santé et des Affaires sociales. Et on a mis au point donc, un programme, parce que pour réussir un tel programme, il faut être un hard team, mais un vrai hard team. Ce hard team est composé de chirurgiens cardiaques, il est composé de cardiologues, mais des cardiologues qui maîtrisent la sélection des patients, l'évaluation des patients pour le screening. Ça inclut les anesthésistes réanimateurs, ça inclut l'imagerie pour certains cas. Et donc, on a fait une formation spécifique pour ça, c'était avec la Pitié-Salpêtrière, et on a donc aussi des formations en cours pour certifier aussi bien les médecins qui prennent en charge les patients que pour le technicien qui accompagne le patient. Et bien sûr, l'éducation du patient, vous allez voir, elle est très importante. Donc, le recrutement des patients se fait grossièrement maintenant à plus que 80% en interne et 20% par les correspondants avec la collaboration des autres centres. Et puis, bien sûr, l'évaluation se fait dans le service, dans l'unité de surveillance cardiaque, pour voir si le traitement est bien optimisé ou pas, pour screener par l'échographie, pour voir s'il y a une dysfonction ventriculaire droite essentiellement ou pas, s'il y a une insuffisance cuspidienne, s'il y a une insuffisance aortique, s'il y a un anévrisme, un thrombus, etc. Parce que sur le plan technique, ça pourrait aider le chirurgien dans l'acte, c'est-à-dire il va opérer selon ses difficultés techniques, ou bien c'est un critère d'exclusion de certains patients. Alors, avant aussi que le patient quitte après implantation, je vais screener après, zapper après l'intervention, parce que certains vont parler de ça, et ben, il va y avoir donc une éducation qui commence dès les premiers jours de l'implantation avec le patient, parce que il y a des choses à discuter avec le patient. Il y a une prise en charge même psychologique au départ, due aux premiers jours qui peuvent être difficiles, aux contraintes auxquelles le patient va se voir obligé ou confronté pendant toute sa vie, ou en tout cas une longue période de sa vie, avec bien sûr la gestion des anticoagulants, la gestion de ce câble qui va être relié à la batterie. Et bien sûr, c'est un managériat qui va se faire avec les chirurgiens, avec le médecin, avec la technicienne qui va avoir, on va avoir la création d'un groupe médical entre le patient et la personne qui va les prendre en charge. Et puis, bien sûr, des contrôles au départ itératifs par des échographies, par une évaluation sur le moniteur du nombre de tours, du débit, des réglages à faire. Et voilà, donc dès qu'on a eu cette formation, donc on a pu implanter jusqu'à maintenant 4 patients. Le 5e a été screené, il est en attente d'être implanté. On espère que ce sera avant la fin ou au début, au début décembre. Et comme je vous ai dit, on a eu un agrément pour faire 6 patients par an, et donc on a à en faire 2 d'ici fin décembre. Alors le premier patient, on a commencé donc, il a 46 ans. Vous voyez, c'était une classe 3, Intermax 4, et le pauvre avait une dysfonction ventriculaire gauche très sévère, et au moment où il était le premier sur la liste d'attente, et on l'a
appelé avec cette dysfonction ventriculaire droite, avec surtout l'HTAP qui était très importante. Il n'était plus éligible pour la transplantation, donc c'était un très bon candidat pour le LVAD, et en décembre 2023, on l'a implanté. Là, c'est l'échographie avant. Vous voyez que le ventricule gauche est défaillant, mais le ventricule droit est bon. C'est un bon critère pour la suite. Et vous voyez ce thrombus apical. C'est pour l'abord chirurgical. Pour le chirurgien, c'est très important de savoir ça. Et puis, par hasard, juste après l'implantation de l'ELVAD, il nous fait une défaillance ventriculaire droite en rapport plutôt avec une ablation par fibrillation auriculaire, et nos homologues ont permis, avec la restitution et l'ablation du fleuvaire, de rétablir la fonction ventriculaire droite et de faire sortir le patient. Et puis, bien sûr, chose qui est très importante, c'est qu'on a inséré immédiatement ces patients-là dans un programme de réhabilitation cardiaque de 22 semaines, je crois, 22 séances, pardon. Et puis, donc, ce patient-là a permis d'avoir, ceci a permis d'abaisser la pression artérielle pulmonaire à 35 mm de mercure, et il a été transplanté après 8 mois. Alors, malheureusement, c'est au cours de la transplantation, il y a eu des complications et il suit des attaques. Je parle de la transplantation, mais ça a permis d'abaisser la fonction, la PAPS. Le deuxième patient, 51 ans, donc c'est une cardiopathie ischémique, dysfonction ventriculaire gauche sévère. Il a été appareillé par un défibrillateur aussi à cause de troubles du rythme grave itératif, avec des chocs assez fréquents. Et puis, bien sûr, comme vous voyez, on a voilà, ça c'est l'échographie. Il y avait une fuite neutrale modérée, il n'y avait pas d'insuffisance tricuspide, comme j'ai dit, c'est des choses à screener dès le départ, avec cette dysfonction ventriculaire gauche qui était très sévère. Et donc là, ce patient-là, c'était l'intermax le moins important, je crois, parce que c'était un classe 3 plutôt. Et il est transféré au service de cardio de la chirurgie après 7 jours. Il a fait sa réhabilitation et actuellement, vous êtes en train de le voir, en train de donner un cours, c'est un prof de physio, et il est à 12 heures. Et là, c'est un autre problème qu'il faudrait discuter, c'est-à-dire le screening des patients sur ce plan. Le quatrième patient, donc 59 ans, diabétique, cardiomyopathie dilatée, ischémique, pareil, CRTD implanté, et puis pas débit cardiaque très sévère, et on n'a pas pu le sevrer des signotropes, pas du tout, jusqu'à son intervention chirurgicale, c'était pas possible, mais on avait quand même un BD qui n'était pas mauvais, et une HTAP à 70 mm de mercure, donc c'était pas un bon candidat pour la greffe. C'était un Intermax 3, et on l'a implanté comme bridge à la transplantation cardiaque. Ça a été fait en septembre 2024, c'est-à-dire il y a 2 mois. Le troisième, 63 ans, dysfonction ventriculaire gauche sévère, fraction d'éjection 10%, anévrisme ou pseudo-anévrisme apical, hospitalisé à plusieurs reprises pour des poussées d'insuffisance cardiaque, un syndrome cardio-rénal, un Intermax 4, et bien sûr on l'a implanté pour un bridge pour la transplantation. Ça, je vous montre un peu son IRM et son échographie. Et c'était aussi, en plus d'une prouesse, du chirurgien, avec cette dysfonction ventriculaire gauche, cet anévrisme, ce thrombus. Mais avant de terminer, on a tenu à ce qu'on ait un témoignage, parce que tout ça, c'est le fruit du travail d'une équipe, d'une grande équipe dont on est fier, de chirurgiens, de cardiologues, de rythmologues, je ne sais pas si le rythmo c'est des cardiologues, des échographistes, des anesthésistes réanimateurs,
des techniciens et aussi de patients, parce qu'on est en train d'inclure ces patients pour communiquer avec les candidats. Et là, il y a rien qu'hier matin, il y a eu cette discussion entre ce patient que je vais vous montrer et vous présenter et le candidat, le 5e dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors, sous vos applaudissements, allez, hop. Voilà. أنا توفي خدت بعد كنت حالة نمشي على شيز رولانت ما نجمش نتصرف في أعمالي حتى اللي في الدار. توا ركبت البال الحمد لله يا ربي نقعت الوزير كافيه ميتاج ما عادش نسحق الأسانسور نحس تبدلت حياتي تبدلت وليت تقود فيها بطارية شارج أما حياة أخرى وهذيك الحياة الواقعة لازم نتبعها إن شاء الله ربي يفرج علينا. Il y a une surveillance derrière. Et le mérite revient au médecin qui prenne en charge et aussi à cette personne qui est certifiée pour prendre en charge ces patients, parce qu'il y a des choses à contrôler régulièrement, il y a des changements de pansement qui se font, il y a des alertes qui doivent être tenues, on doit être du moins disponible pour expliquer ou pouvoir donner l'instruction qui va être contrôlée. Donc, dans le système. En fait, merci à toute l'équipe EVAD de me donner cette opportunité d'appartenir à cette grande famille. C'est un grand plaisir pour moi de contacter et de surveiller ces patients-là. C'est un grand honneur pour moi. Et particulièrement lui, c'est vraiment un patient très coopérant. Voilà, il nous contacte, il est coopérant sur tous les plans, il surveille, il participe même, c'est l'héros de sa maladie, c'est lui l'héros de sa maladie. Et voilà, on a éduqué le patient et il est maintenant vraiment autonome. Et merci à sa femme aussi. Après ce moment d'émotion exceptionnelle, on va passer à Dr. Carr. This is the Dr. Carr here for the next lecture from the UK about LVAD patients' eligibility and time referral. The answer is maybe he missed the airplane. Okay, then let's move to the following presentation. Acho que era بالإنجليز. مكتوب بالإنجليز. Is here. Présentation. D'accord. Donc on va faire ma vidéo بعد بالإنجليز الفيديو والفرنسيس. أوكي. انزل على القرص ولينا منها. Timing of transplantation LVAD therapy is really important. The consequences of getting it wrong is serious. If you take somebody too soon for transplantation LVAD therapy, then you're going to expose them to the risks of the operation and also the long-term consequences and complications of these therapies. On the other hand, if you leave things too late, patients are often more sicker, more frail, with multi-organ problems, often pulmonary hypertension, and then can become inoperable. Also, they will also run out of time to wait for a suitable donor if they are going to be put on the transplant list. So getting that timing right, the Goldilocks zone, not too late, not too early, is crucial. So cardiogenic shock or
advanced heart failure, and I'm going to use these words interchangeably, are characterized by right heart catheterization with a very low cardiac index of less than 2.2 and elevated filling pressures with a wedge pressure above 15. And you can see that cardiogenic shock or advanced heart failure has a really broad phenotype. All of these patients from INTERMACS 6-7 to INTERMACS 1-2 are in a low cardiac output state and by definition have advanced heart failure. But some of them are NYHA class 2 or 3 and then look well, are walking at home, ambulating without any problems, and are tolerating disease-modifying medicines. But on the other hand, you've got these really, really sick people that are very easily recognizable and are often found on intensive care units who have also got low cardiac index and elevated filling pressure, but they have high lactates, oliguric, poor cerebral mentation, and have literally got hours or days to live. And in between, you've got these people who have more subtle signs of advanced heart failure. And these are the people I think we need to be aware of these subtle signs so that we can identify them and refer them early. So a more easy way of recognizing these subtle signs that can go unnoticed to an untrained eye is the I need help acronym, and I'll go through that in this slide. And I've kind of adapted that to See I Need Help. And it was initially published by Bonewall in the Journal of Heart and Lung Transplant in 2017. But in terms of the I in the I need help is whether the patient's on inotropes. So being on inotropes is a serious thing, and you have 1 to 2 year survival of around 8 to 20% if you're on inotropes and manage to get home off inotropes or medical therapy. So, you know, you've found a patient like that, they have almost a five-fold increased risk of death. Patients in NYHA classification 3 or 4 or high NT-proBNP of more than 1,000 have a hazard ratio of almost 3, so i.e. a 3-fold increased risk of death compared to other patients without such signs. And organ dysfunction, so impaired renal or liver function, carries a 2-fold increased risk of death. Simply having an ejection fraction less than 20%, and I would go as far as saying 30% as in the AHA and the European guidelines, you have almost up to 3-fold increased risk of death. And this was surprising to me when I first discovered this, and an appropriate defibrillator shock carries between 5 to 6-fold increased risk of death following an appropriate shock. Hospitalization is also quite a serious event, a nearly 1 to 2-fold increased risk of death. And if you consider the NICOR data in the UK, which is a acute heart failure registry, patients discharged following a heart failure admission are up to 1 in 3 of them will either die or be readmitted to hospital within the year. So they really are a high-risk population. Escalating doses of diuretics are also a poor prognostic sign, and having a low blood pressure with a systolic of less than 90 or inability to tolerate standard guideline-based therapies are all poor prognostic markers. So if you're not able to tolerate your beta blocker suddenly when you've been tolerating it for 5-10 years of your life with a dilated cardiomyopathy, that gives you a 3-fold increased risk of death. And finally, I've added a C to the I need help mnemonic. Cardiac cachexia is an incredibly poor prognostic sign. My PhD fellow currently is doing a study looking at the prevalence of cardiac cachexia in advanced heart failure. And what we've found is that a patient's self-reported weight loss of 3% or more is associated with a 4-fold increased risk of death over the coming time period. So I'd encourage you to use the See I Need Help criteria in your clinics or in your MDTs to identify patients early on so they're appropriately referred
before they become too unwell. So here's a list of contraindications to heart transplantation. Pulmonary hypertension is a absolute contraindication to heart transplantation, namely because the new donor right ventricle would ordinarily not be conditioned to be pumping against high pulmonary pressures. So if you take that donor right ventricle and reanimate it in a recipient's body who's pulmonary hypertensive, the donor right ventricle simply won't have the ability to cope with that high afterload. High body mass index with a BMI greater than 35 is an absolute contraindication. Mainly the risks are a bit higher, but also finding donors that are appropriately sized is not realistic. You can transplant people above the age of 70, but it becomes really difficult to justify in an environment where there are scarce donor availability, and the outcomes from heart transplantation with the elderly versus LVAD therapy become a bit more equivocal. So these patients are more likely to be considered for LVAD as destination therapy. Diabetes is an absolute contraindication, especially if you have end organ damage, in particular proliferative retinopathy or neuropathy or nephropathy. That's an absolute no to taking somebody forward for transplantation, because they get steroids and other drugs like tacrolimus, which can significantly worsen diabetic control and can lead to a lot of diabetes-related pathologies, and so patients can end up in a lot of trouble. Indeed, we transplanted somebody a while ago who was sort of borderline proliferative retinopathy, and he became blind quite early on within the year of being transplanted. So these patients need to be rigorously assessed. And so poor diabetic control with a HbA1c more than 7.5% is also a big no. And other things are self-explanatory, things like active infection that's uncontrolled. You don't want to immune suppress such a patient. Somebody who has intrinsic kidney failure, and by this I don't mean cardiorenal failure, I mean somebody who has got intrinsic kidney disease. The drugs post-transplant are nephrotoxic and can make the kidneys significantly worse, and so your patient can end up on dialysis. Malignancy is also a big contraindication unless cured or in remission. Pulmonary embolus, you shouldn't transplant somebody within 6 weeks of having an infarction, because they're at risk of bleeding into their lungs following bypass surgery. And your patient needs to be well enough from a rehab perspective to be able to accrue the benefit of heart transplantation. So for example, if you've got somebody with severe peripheral vascular disease and they're limited by walking because of claudication, if you transplanted their heart, they're still going to be limited by walking due to their claudication. So they won't accrue the benefit from transplant, and hence these patients are redirected for other medical therapies. Significant severe cerebrovascular disease, ongoing substance abuse, frailty, and no muscle reserve to be able to go through the rigors of transplantation, history of non-compliance, and social support that's insufficient for a healthy, compliant lifestyle is also critical. And so the psychosocial aspects are equally important to limit transplantation to those who can really benefit from it and look after their hearts properly. Another important aspect to consider when thinking about transplantation or LVAD therapy is the waiting time for a possible heart transplant. So this is data or a chart that we use within my hospital to predict the likelihood of getting a donor heart within 3 months. So one of the concepts I want to get across to you is the idea of having antibodies against other people. So a recipient can have antibodies against potential donors, and if they have lots of antibodies against lots of donors, then the chances of getting transplanted are reduced.
If they have no antibodies against other potential donors, then the likelihood of finding a heart is increased. So we don't only match for blood group, we also match for these HLA antibodies. So to illustrate this in an example, we can use this patient here who, for example, is blood group O with a body mass index greater than 30 and is HLA positive with a stenotomy. And you can see such a patient who has antibodies against other potential donors with a blood group where you wait a long period with a high body mass index has a 5% chance of getting a donor heart within a 3-month period. And so if you feel that your patient's unlikely to sustain a stable state, you need to go down the LVAD therapy route. You've got to bear in mind that the number of adults waiting on a heart transplant waiting list is rising year on year. So there's a scarcity of donors in the current. So we looked at some of the contraindications to heart transplantation, but these are not necessarily contraindications to LVAD therapy. For example, we mentioned advanced age. Whilst not an appropriate thing for patients who may go down the transplant route, it is actually a reasonably good therapy for people, especially between the ages of 65 and 75, who are not too frail, who are relatively physically robust and can't go down the transplant route, but will certainly benefit from LVAD therapy. Patients who have infections, HIV, Hep B or Hep C, you can transplant patients with HIV with some caveats, but there's less of a barrier to that going down the LVAD therapy route. And whilst I mentioned to you before, patients who have diabetes with poor glycemic control or who might have severe proliferative retinopathy, nephropathy, or neuropathy, they can have an LVAD, but they can't have a heart transplant. We've got many patients on chronic dialysis who are living pretty active lives, and whilst that would be a contraindication to transplantation, it isn't for LVAD therapy. And depression, whether it's well controlled, and having malignancy with an expected survival more than a year, patients can go down the LVAD therapy route until they're completely cured of their malignancy and may get transplanted later. But with heart transplantation, you cannot transplant somebody with an active malignancy. You need to cure them beforehand. So there's a role for LVAD therapy there. However, there are absolute contraindications to LVAD therapy, and these include active systemic bacterial or fungal infections, severe aortic regurgitation, or a mechanical aortic valve. And the reason for that is a mechanical aortic valve would just simply thrombose and cause problems, and significant aortic regurgitation leads to a futile circulation where the LVAD is pumping blood out into the aorta, but that blood will regurgitate back into the left ventricle, so you end up with a futile circulation. And you need a mitral valve that allows blood to be sucked down from the left atrium into the left ventricle and through the LVAD, and having mitral stenosis will sort of prevent that from happening. It's almost like an obstruction leading into the LVAD. Liver failure is also a real dangerous thing to take somebody through with heart transplant and LVAD therapy, mainly because we don't have any artificial organ that can replace the liver in the intensive care unit after they've had a heart transplant or an LVAD. So patients who have an LVAD who end up going to liver failure on ITU, it's really hard to reverse that. We're quite powerless to do it other than decongesting our patients. So you have to be really careful with somebody with pre-existing liver disease. Dementia and cognitive impairment do not go well with LVAD therapy. You need to have a degree of awareness, of a bit of memory to be able to manage the battery and the controller afterwards. And active substance abuse or misuse and not willing to change or cease is an absolute contraindication as well. And the survival, median survival is around 12.5 years. And if you survive the first year of heart transplant, it is closer to 15 years. So you get a pretty decent. Let's talk a bit more about LVAD therapy. And this is a schematic of the very first generation of LVAD devices.
that patients could go home with. And you can see from the schematic here that there is a cannula or inflow cannula which is attached to the left ventricle and sucks the blood out of the left ventricle, and there is a motor which is causing the suction effect and pumping the blood then into the outflow graft and into the aorta at around 5-6 liters per minute. But these very first early generation devices were quite big and bulky, prone to mechanical failure, and the patients had to be tethered to this device which looks like a washing machine. This slide shows you a picture of a more modern LVAD. So over the previous decades, there's been iterations of that original LVAD I showed you on the previous slide. On the bottom, on the right-hand side, is the HeartMate 2 LVAD, which was considered to be an axial flow pump. And then on the left-hand side is the HeartMate 3 LVAD, which is the most modern one and is a centrifugal pump, and the HeartMate 3 can literally fit in the palm of your hand, and this device was tested in a randomized controlled trial led by Mandeep Mehra and was published in the New England Journal in 2019, the Momentum 3 trial. 1,028 patients were randomized. They were all patients with advanced heart failure refractory to medical therapy. They included patients who were having their LVAD as a bridge to transplant or as destination therapy. It was a US-based study with 69 centers. They randomized 516 patients to the HeartMate 3 arm versus 512 patients in the HeartMate 2 arm. When we look at 5-year survival in this study, then it was close to 60% at 5 years. And if you in particular looked at those patients who were for destination therapy, the 5-year survival was 51.5% in the HeartMate 3 arm. So for the first time, median survival of LVAD therapy for destination therapy was beyond 5 years. It's a real milestone in LVAD technology. So moving on to quality of life with LVAD therapy, you can see that 3-year NYHA class up to 80% of the patients are NYHA class 1 or 2, and at 5 years it's around 60 to 70% of patients are NYHA class 1 or 2. So they really do go from patients who are symptomatic NYHA 3, 4, or even completely inotrope dependent to be able to go home with minimal symptoms. And that's highlighted in the 6-minute walk distances that these patients are able to cope with. So they go from being breathless at rest and not being able to walk very far to at least managing 6-minute walk distances up to 1/3 of a kilometer. So finally, this slide will give you an idea of how you choose between transplantation and LVAD therapy. In the first instance, you need to use the I need help criteria or some other criteria to identify your patient as having advanced heart failure. If they don't have advanced heart failure, then you carry on with medical therapy. That's self-explanatory. But if they do have advanced heart failure, are they eligible for transplantation is the first question I want you to ask. Do they have cancer? Are they obese? Do they have renal? Do they have contraindications? So those are the things that we mentioned. If they don't have contraindications to heart transplantation, then they ought to be placed on the transplant waiting list. And whilst on the waiting list, if they deteriorate, then you can maybe go down the LVAD route. But if they remain stable, and if you feel that there is sufficient time to wait for a donor, they should remain on the waiting list until they become transplanted. But if you have the feeling that they're running out of time, they're deteriorating whilst waiting, then they should be considered for LVAD therapy. And those patients who are not eligible for transplant for contraindications such as cancer, obesity, renal failure, pulmonary hypertension, they can certainly be considered for LVAD therapy as bridge to transplantation, bridge to candidacy for transplantation, or simply for destination therapy where they live out their lives with an LVAD. Finally, if anyone's interested in learning a bit more about heart transplantation and LVAD therapy, the management and the day-to-day decision making, and I'd encourage you to join
are advancedheartfailurecourse.com. It's recognized by various cardiac societies. I look forward to seeing you there. Ok, merci beaucoup. C'était très intéressant. On va passer aux trois dernières communications qui sont face-to-face. Donc on va démarrer par Dr Marina Clément, chirurgien cardiaque dans la région parisienne, avec comment assister. Les patients pour lesquels ils sont en insuffisance terminale, c'est des patients pour lesquels la mortalité est de 50% par an et pour lesquels il y a souvent des solutions. La première solution, c'est la greffe. On en a parlé, c'est des traitements qui sont extraits. Et la deuxième solution, c'est l'assistance circulatoire mécanique sur une machine qui permet de soit remplacer le cœur, c'est pas le but aujourd'hui, soit de l'assister. La transplantation, ça reste quand même le gold standard traitement de ces patients en insuffisance cardiaque terminale, mais on n'a pas de cœur dans les étagères, malheureusement. Et la pénurie de greffons, c'est un problème majeur dans cette population. En France, par exemple, il y a un seul greffon pour 2 receveurs. Et par ailleurs, ces patients peuvent présenter une contre-indication à la greffe, soit temporaire, soit définitive. Et dans ces conditions, il faut bien proposer autre chose. Et parmi cette autre chose, il y a l'assistance circulatoire mécanique, avec différents types d'assistance, soit à court terme, soit à long terme. Alors, très rapidement, à gauche, les assistances à court terme qui permettent juste de passer un cap, donc on n'a juste pas le temps de mettre autre chose, c'est découvrir l'artérielle et l'IPA. Et puis, les assistances à long terme, on doit distinguer les assistances monoventriculaires, biventriculaires, en fonction du type de défaillance. Si la défaillance est monoventriculaire gauche, eh bien, on propose des LVAD, Left Ventricular Assist Device. J'en ai 2 exemples ici, le Hartley et déjà le Hartley. Et si la défaillance est biventriculaire et que la greffe n'est pas possible tout de suite, eh bien, on peut implanter un cardio-west ou un carnage sur une session sur les assistances biventriculaires simple. J'ai choisi de vous parler de l'assistance monoventriculaire parce que j'ai bien compris que c'est la thématique de cette après-midi. Et c'est LVAD. Pourquoi ? Parce que c'est LVAD, c'est 95% des assistances qui sont implantées, vous voyez dans ce registre Intermax, c'est le dernier registre. 95% des assistances implantées aux États-Unis sont des LVAD. Alors, comment ça se présente en pratique ? À gauche, vous avez une vue d'un cœur en coupe avec les 4 cavités. Il s'agit d'une petite pompe qui est insérée à la pointe du ventricule gauche, qui récupère le sang et qui l'injecte ensuite par un tuyau en dacro qui est suppuré sur la haute. Il est bien sûr impératif au préalable, avant d'implanter le LVAD, d'être absolument certain qu'il n'y a absolument aucun signe d'insuffisance cardiaque droite associé. Donc il faut être absolument certain que la défaillance est mono-gauche. Sinon, il faut choisir autre chose comme device. Et vous voyez à droite la vue chirurgicale de cette pompe. Alors, vous avez une vue mini-invasif. Initialement, ces pompes, elles étaient implantées par sternotomie classique à la voie de la transplantation. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait l'implanter parfois mini-invasif. On fait 2 incisions. La première, vous voyez, une thoracotomie gauche qui permet d'arriver directement sur l'apex et d'implanter par des points, par des bourses autour de l'apex cette pompe. Et ensuite, vous voyez à droite une autre vue globale du champ opératoire. Il n'y a pas besoin de plus. Je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Vous voyez ma lumière ou pas ? Ouais. Vous voyez ici, il y a une manubriotomie qui permet d'accéder à l'aorte. Et ici, la thoracotomie qui permet d'implanter la pompe. Donc en 1, on implante la pompe. Ensuite, on tunnelise le tuyau, on le tunnelise, on va l'apporter jusqu'aux alentours de l'aorte. Ensuite, on ouvre le sternum par une simple manubriotomie et il suffit de faire un clampage latéral et de suturer ce tube en acron sur l'aorte. Cette approche mini-invasive, je ne sais pas comment vous faites à la RAPTA, par sternotomie. Bon, bah c'est possible aussi, bien sûr. Mais cette approche mini-invasive, elle a 3 avantages principaux. Le premier avantage, c'est moins de saignement, moins d'infection. Et puis surtout, je pense que le principal avantage, c'est de laisser le sternum vierge après la transplantation. Pour une destination thérapie, c'est pas très grave, entre guillemets, de faire une sternotomie. Mais quand on implante un LVAD avec
en bridge to transplantation. C'est vrai que ça peut être pas mal. Après, quand on est obligé de rouvrir sur une machine en place, c'est quand même assez. Et puis ça diminue aussi le risque de défaillance droite, on va en parler après. Alors, à gauche, on l'a déjà vu aussi très largement, on voit cette machine avec le câble percutané, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucune machine qui peut s'affranchir de ce câble, et c'est là l'un des talons d'Achille de cette machine. On rêve d'avoir une machine complètement implantable, avec absolument rien qui sort, parce qu'on peut mettre toutes les technologies qu'on veut au niveau des machines. Si on a un câble qui sort, c'est une ouverture sur l'extérieur, et bien sûr, les bactéries peuvent rentrer, ensuite infecter le tunnel, infecter la pompe, infecter le malade, et ça devient dramatique. Vous avez aussi le contrôleur, et bien sûr, les batteries. Ce sont des patients qui vivent avec leur cœur en bandoulière. On l'a vu tout à l'heure, c'est très discret chez monsieur, c'était génial de le voir. Mais il avait son cœur en bandoulière, ses batteries. Et on voit ici ce jeune homme qui fait du sport. Et bien on voit ici, là, hop, mais il a ses batteries et il a bien intérêt à ce qu'elles soient chargées. Nous, on a toujours le stress de charger le téléphone, mais là c'est un petit peu. C'est la même chose, mais alors, ces assistances sont souvent comparées à des pompes qui permettent d'aller d'une situation gravissime, l'insuffisance cardiaque terminale, à une autre situation. Parmi les scénarios possibles, il y a la recovery, la récupération. C'est une assistance qui permet de récupérer le cœur puis d'être sevré de la machine. C'est rarissime, c'est 2% des implantations qui se terminent comme ça, et c'est une happy end. Mais il ne faut pas la négliger, ça. Les patients sont très contents. L'une des étiologies principales, c'est la myocardite. Mais un patient qui a une myocardite qui se retrouve dans une situation dramatique et à qui on peut mettre un EMAD, et surtout à qui on peut lui dire au bout d'un moment, tu as récupéré, on va pouvoir explanter cette machine. C'est vraiment génial. Il y a aussi le bridge to candidacy. C'est la candidature à la greffe, par exemple, une pression pulmonaire trop élevée, une insuffisance rénale. Le bridge to transplantation, c'est quand on veut essayer de faire en sorte que le malade devienne un meilleur candidat à la greffe, qu'on puisse le préparer à tous les niveaux. Et puis, la destination thérapie. La destination thérapie, c'est la destination finale qu'on dit au malade, voilà, on va vous implanter cette machine. Sans machine, c'est 50% de mortalité en un an, mais avec la machine, vous allez vivre, on ne sait pas combien d'années, mais on espère le plus longtemps possible. Et sur l'avant-dernier rapport Intermax, on observe une augmentation significative de ces destination thérapie, de 43% il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est 80% des malades qui sont implantés en destination thérapie. Alors pourquoi cette évolution? Puisque les machines sont devenues de plus en plus performantes et elles ont évolué depuis 20 ans. On les a vues apparaître à la fin des années 90. C'était des pompes qui initialement étaient extracorporelles, puis elles sont devenues intracorporelles, puis elles se sont miniaturisées. Ici, on a le HeartMate XVE. C'est une machine qui est assez grosse taille, ça ne donne pas trop sur la photo. Elle était à flux pulsatif et c'est cette machine qui, lors d'un premier essai randomisé publié en 2001, on a ouvert la voie à cette nouvelle stratégie thérapeutique de l'insuffisance cardiaque terminale. Et ça a été le premier LVAD approuvé pour la destination thérapie. Voilà, alors avant la survie sous traitement médical optimal de ces patients, c'était à 1 an de 25% et à 2 ans de 8%. C'était absolument effroyable. Et grâce à ces machines, la survie à 1 an est passée à 52% et à 2 ans à 23%. C'était une avancée extraordinaire, d'autant plus que c'était les balbutiements de cette technique, qu'il y avait encore 1000 problèmes à régler. Au fil du temps, les machines ont modifié leur design. Cette pompe, là, le HeartMate 2, qui a vu le jour en 2008, là, on a changé de technique, c'est devenu du flux continu axial, un peu miniaturisé par rapport au HeartMate 2, au HeartMate XVE, pardon. Et en 2017, surtout, une nouvelle machine avec une nouvelle technologie de lévitation magnétique du flux sanguin, qui s'appelle la Full Mind Flow technologie, et qui améliore drastiquement l'hémocompatibilité, puisque l'hémocompatibilité, c'est un deuxième talon d'Achille de ces machines. Donc on voit qu'il y a une miniaturisation de ces machines au fil du temps. Et cette troisième génération, elle a été une telle révolution
On voit très bien ici dans son dernier rapport avec un max. À gauche en bleu, vous avez la première génération. En rouge, la deuxième génération. Et là, dès 2018, la troisième génération arrive et va tout écraser. Et dès 2022, on avait 100% des machines implantées qui étaient des machines de troisième génération. Et c'est l'essai randomisé Momentum qui comparait les machines de deuxième génération avec les machines de troisième génération, qui a permis de mettre en évidence l'amélioration de la survie, la diminution des complications. On voit ici toutes les principales complications qui sont liées à l'hémocompatibilité. Vous voyez qu'elles sont très très en faveur dans cet essai randomisé des machines. En revanche, le petit point était au milieu pour les infections majeures. Parce que peu importe la machine, l'infection reste un problème. La diapo suivante, c'était une vue du drive qui sort de la peau. Bon, c'est pas fantastique, mais c'est juste pour dire que, à l'heure où on parle, il y a plein d'équipes dans le monde, en particulier en Allemagne, qui travaillent sur un nouveau device qui n'aurait plus de drive qui sortirait et où l'énergie se ferait par transduction cutanée. Mais malheureusement, c'est pas encore sorti. Mais je suis persuadée qu'on va voir sortir cette machine, c'est certain. Et puis j'avais aussi une autre diapo sur la science cardiaque droite, parce que ces machines, les LVAD, elles entraînent quelque part une petite insuffisance cardiaque droite inévitable qu'il va falloir gérer. Et en tout cas, il faut être très très focus sur cet effet secondaire potentiel et être vraiment certain qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque droite préexistante. La dernière diapo, c'était est-ce que le LVAD est une solution miracle? Eh bien, non, alors on parle, non, pas encore, parce qu'il y a tout un tas de problèmes à régler, à la fois le problème de la sélection des malades, le problème de l'organisation, du management de ces malades, avant, pendant, après, le problème des effets secondaires qui restent tout de même toujours présents, d'hémocompatibilité, d'infection, de thrombose, de pneumonie, ça arrive rarement, ça arrive encore. Mais, et je voulais terminer, c'est dommage qu'on fasse diagnostiquer plein de photos de malades. Il y en a un qui fait du golf, l'autre qui est en train de faire un marathon à New York, une autre qui va à l'école en transportant ses enfants à l'arrière dans une petite roulotte. C'est une femme de 35 ans, elle a un sourire, mais elle peut s'occuper de ses enfants. Et la dernière diapo, c'était un homme sur une tondeuse à gazon. Donc il a même fait l'excuse d'être insuffisant cardiaque, il est obligé de tondre la pelouse grâce à son élevage. Voilà, merci de votre attention. Merci, Dr Clément. On va passer maintenant au deuxième volet de cette session. Et on va parler de la transplantation cardiaque qui reste le traitement de référence de la transplantation cardiaque avancée. C'est un projet. Bon, on passe à la prochaine présentation. Donc. Et j'appelle le Dr Zay qui va nous parler du moment le plus crucial pour transplanter. Merci. Donc, je présente mon collaboration avec Dr. Seleway, When to Transplant. Alors, je commence par un cas clinique qui est un espoir. Donc, c'est un jeune de 36 ans, diagnostic d'une cardiomyopathie dilatée idiopathique en 2021, mis sous traitement médical, mais sans amélioration. Il a eu une implantation d'un CRTD en 2022 avec une mauvaise réponse. À l'échographie, il a une dysfonction VG sévère avec une IP massive et une dysfonction VD. Symptomatique d'une dyspnée classe 3 de la NYHA. Il a été hospitalisé plusieurs reprises pour une décompensation cardiaque globale, donc il est classé Intermax 4. Donc il a été greffé en juillet 2023 avec un post-opératoire sain et il a repris le travail après 3 mois et il mène une vie sociale qui est parfaitement normale. Alors, comment définir une insuffisance cardiaque avancée? Donc, il faut avoir tous les éléments suivants. Une symptomatologie persistante et sévère de l'insuffisance cardiaque avec une dyspnée classe 3 de la NYHA ou 4,
une dysfonction cardiaque sévère avec une FEVG inférieure à 30%, ou bien une dysfonction VD sévère, une valvulopathie inopérable, une cardiopathie congénitale inopérable, ou bien des NT-proBNP toujours élevés, des épisodes de congestion pulmonaire ou systémique nécessitant le recours à des doses de diurétiques élevées, ou bien des épisodes de badémie cardiaque nécessitant le recours à des inotropes ou des vasopresseurs, une arythmie maligne ou bien une hospitalisation non programmée durant les 12 derniers mois, avec une incapacité sévère à l'exercice physique. Bien sûr, dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avancée, on sait tous que la greffe cardiaque reste le gold standard, avec une survie de 84 ans à 1 an et de 72 ans à 5 ans. Mais malheureusement, il y a des limites à cette thérapie, essentiellement la pénurie des greffons et une liste d'attente qui est longue avec une mortalité significative. Pour la sélection des patients, on se base sur 2 références. Les recommandations de la Société européenne de cardiologie sur le diagnostic et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque de 2021 et les recommandations de la Société internationale de la transplantation cœur-poumon de 2024. Donc, la greffe cardiaque, elle est indiquée chez les patients en insuffisance cardiaque avancée et qui ont des indicateurs de l'insuffisance cardiaque avancée. Bien sûr, il faut faire une épreuve d'effort cardio-respiratoire. Elle nous aide à guider le listing des patients et un café de droit. On a vu déjà les indicateurs de l'insuffisance cardiaque avancée, le I-NEED-HEP. Et pour l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, donc on a dit que ça nous aide à lister les patients, donc avec des cutoffs de 12 ml par kilo par minute pour les patients sous bêta-bloquants, pour les patients off bêta-bloquants 14 ml par kilo par minute et pour les patients obèses 19 ml par kilo par minute. Concernant les contre-indications à la greffe cardiaque, en fait, il y a peu de contre-indications absolues et il y a des contre-indications relatives. On commence par l'âge. En fait, il y a des différences entre les recommandations. Les recommandations internationales de l'ISHLT, donc les patients de moins de 70 ans sont des candidats pour greffe cardiaque. Pour les patients de plus de 70 ans, il faut faire une sélection. Pour les recommandations européennes, l'âge de 65 ans est la barrière proposée. Et bien sûr, à part l'âge physiologique, il faut évaluer la fragilité des patients. Le diabète peut être une contre-indication relative à la greffe cardiaque avec une atteinte des organes cibles ou bien un mauvais contrôle glycémique. Une contre-indication absolue à la greffe cardiaque est la présence d'une infection active, bien sûr, car le patient serait mis sous traitement immunosuppresseur dès le temps opératoire. Mais par contre, une infection de LVAD est une indication urgente à une greffe cardiaque. Pour les infections chroniques d'hépatite B ou C ou HIV contrôlées, ne sont pas une contre-indication absolue. Autre contre-indication absolue à la greffe cardiaque est la présence d'une hypertension pulmonaire irréversible. C'est pour cela qu'il faut faire un cathé de voix chez tous les patients en attente de greffe. Donc, en cas de présence d'une hypertension pulmonaire avec une pression pulmonaire systolique de plus que 50 mm de mercure, ou bien un gradient transpulmonaire de plus que 15 mm de mercure et des résistances vasculaires pulmonaires de plus que 3 unités Wood, on doit compléter par un test de réversibilité. Et en cas de irréversibilité, donc la greffe est contre-indiquée et dans ce cas, on peut penser à l'assistance mécanique longue durée type LVAD, car le LVAD est une méthode, c'est la méthode la plus agressive et la plus efficace dans la réduction des pressions pulmonaires. Autre contre-indication absolue à la greffe est la présence de néoplasie active. Par contre, pour les patients qui ont des antécédents de cancer, il faut discuter au cas par cas avec les oncologues, notamment pour les patients qui ont un antécédent de cancer hématologique, un cancer de haut grade et un cancer depuis moins de 1 an. Et donc, on doit faire un screening chez les patients en attente de greffe. On fait en général un scanner thoraco-abdominopélvien, dépistage du cancer de prostate chez les hommes de plus que 50 ans avec un dosage de PSA, une consultation gynécologique, dépistage du cancer colorectal chez des patients avec des facteurs de risque, avec un terrain particulier, et le dépistage d'un cancer du poumon chez les patients de plus que 50 ans avec une histoire de tabac. Pour la dysfonction hépatique et rénale,
On travaille en collaboration avec les néphrologues et les hépatologues. Donc, concernant l'évaluation de la fonction rénale, on sait que la présence d'un syndrome cardio-rénal est très fréquente chez les patients en insuffisance cardiaque. Donc, il faut évaluer et réévaluer la fonction rénale, faire le calcul du débit de filtration glomérulaire dans des conditions hémodynamiques optimales, faire de l'imagerie rénale, et si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml par minute par surface corporelle pour plus de 90 jours, on opte plutôt pour une greffe combinée cœur-rein. Pour l'évaluation de la fonction hépatique, on fait un bilan azad, alade, albumine, bilirubine et hémostase, une imagerie abdominale. Si tout est normal, c'est bon pour la greffe cardiaque. Sinon, s'il y a une anomalie biologique ou radiologique, il faut discuter avec les hépatologues pour une biopsie hépatique. S'il y a une cirrhose ou une hypertension portale, bien sûr, il faut discuter une greffe combinée foie-cœur. L'obésité peut être une contre-indication relative à la greffe cardiaque, car on sait tous en chirurgie cardiaque, l'obésité est un surrisque de complications infectieuses, de complications respiratoires, de retard de cicatrisation. Donc, on préfère un BMI inférieur à 35 kg par mètre carré en pré-greffe. Peut-être penser aux ELVAD dans certaines situations comme l'âge avancé, l'infection hépatique et l'infection à l'hépatite B ou C ou HIV contrôlée, les patients diabétiques avec un mauvais contrôle glycémique et atteinte des organes cibles, les patients dialysés et une néoplasie avec une espérance de vie de plus de 1 an. Certaines situations particulières, comme la cardiomyopathie hypertrophique et la cardiomyopathie restrictive, qui ont en commun une physiopathologie restrictive avec des petites cavités, des pressions de remplissage élevées, un schéma thérapeutique réduit pour les vasodilatateurs et les diurétiques, le LVAD n'est pas indiqué, donc la greffe cardiaque peut être la seule option chez ces patients et ça peut avoir des bons résultats. Donc, la greffe cardiaque, elle est indiquée chez les patients avec cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, avec des signes d'insuffisance cardiaque avancée, ou bien une arythmie ventriculaire maligne réfractaire au traitement médical maximal. Pour la cardiomyopathie restrictive, bien sûr, il faut faire un bilan étiologique et exclure une péricardite constrictive. Et pourquoi pas référer les patients à un centre de greffe en cas de présence d'une dyspnée stade 3 ou 4 de la NYHA ou bien un bas débit. Je termine avec l'amylose cardiaque. Donc, pour les amyloses ATTR, une transplantation combinée cœur-foie dans des centres expérimentés avec une collaboration entre les cardiologues, les hépatologues et les neurologues. Et pour les amyloses AL, donc greffe cardiaque avec une greffe des cellules souches hématopoïétiques, avec collaboration avec les hématologues, mais malheureusement, ils ont une mortalité élevée due à la chimiothérapie. Donc, pour les take-home messages, la greffe cardiaque reste le gold standard dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avancée. Comme principale limite à cette thérapie, la pénurie des organes et la longue liste d'attente. Il faut référer les patients atteints à un centre de greffe et d'assistance pour éviter les contre-indications définitives. On fait une sélection rigoureuse des patients, mais il y a des rares contre-indications absolues à la greffe cardiaque. La cardiomyopathie hypertrophique et restrictive restent des indications pour la greffe cardiaque avec des bons résultats. Bien sûr, il faut éliminer les atteintes extracardiaques. Merci. On termine avec le docteur Ziedi, le Tunisian Heart Transplantation Pathway. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Dr Ziedi, assistant de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital de la Rata et je suis là pour présenter le chemin de la transplantation en Tunisie. Donc, je n'ai pas de papier d'intérêt à déclarer. Donc, la transplantation cardiaque, c'est le traitement ultime de l'insuffisance cardiaque. C'est une procédure de pointe qui nécessite une collaboration étroite entre plusieurs équipes de cardiologues, de chirurgiens cardiovasculaires, anesthésistes, biologistes, et qui revêt d'un aspect médical, social et aspect aussi légal. Alors, en Tunisie, la première transplantation cardiaque a été faite en 1993 grâce à l'équipe du professeur Foulat à l'hôpital militaire de Tunis
et depuis plusieurs transplantations ont été faites jusqu'à l'année 2008 où l'activité a été arrêtée. L'hôpital La Rapta a eu l'autorisation de la transplantation en 2004 et ce n'est qu'en 2019 qu'on a commencé la première transplantation cardiaque et depuis 31 transplantations ont été réalisées. Alors, tout ce chemin a été possible grâce au cadre législatif à cette époque révolutionnaire, en 91, qui a légalisé la transplantation, mais qui a limité la transplantation au centre public autorisé par le ministre de la Santé publique. Et en 99, on a vu apparaître une loi qui incite le public à inscrire le mot donneur sur leur carte d'identité, évidemment au choix. Donc, il a été mis en place le Centre national de promotion à la transplantation d'organes, qui a commencé son activité en 1998 et qui a pour mission de gérer le prélèvement, la conservation, le transport et la transplantation des organes humains, l'information du public ainsi que la promotion à la transplantation, l'information du personnel médical. Il détient aussi la liste nationale des patients qui nécessitent la transplantation et il gère les priorités pour l'attribution des organes. Alors, pour le démarrage du programme, ou je dirais le redémarrage du programme à la Rapta, donc on a observé le besoin de la transplantation et on a estimé le nombre de patients qui nécessitent la transplantation entre 50 et 80 par an. Donc, l'équipe médicale a commencé à travailler. Donc, il s'agit de cardiologues, de chirurgiens cardiaques, d'anesthésistes, de biologistes, immunologistes, hématologues, anatomopathologistes et bactériologistes, des pharmaciens, et l'équipe paramédicale aussi, formée de perfusionnistes, d'instrumentistes de bloc opératoire, de techniciens anesthésistes et d'infirmiers de réanimation, qui ont tous été formés pour prendre en charge les patients transplantés. Pour le parcours du patient, donc au début, on sélectionne le patient selon les indications et les contre-indications des guidelines internationales, en concertation avec l'équipe de l'insuffisance cardiaque. Chose très importante, c'est que le patient doit être informé et bien motivé pour faire face à un traitement qui est lourd, qui est lent. Et donc, une prise en charge psychologique du patient est très importante pour aller à la transplantation. Le patient sélectionné, il est inscrit sur la liste d'attente. Et si le patient est stable sous traitement médical, il attend chez lui. Sinon, s'il est instable, il va être hospitalisé en unité de soins intensifs et là, il devient prioritaire pour la transplantation. Le patient inscrit sur la liste d'attente nécessite un suivi préopératoire pour détecter des pathologies intercurrentes et un suivi mensuel est nécessaire pour détecter une éventuelle amélioration ou détérioration de son état et réévaluer alors le degré d'urgence de la transplantation. Pour la transplantation proprement, la séquence commence par la déclaration d'une mort encéphalique, donc un appel pour transplantation. On évalue le receveur par rapport au donneur, la compatibilité APO, la corpulence, et si la décision de transplantation est faite, on appelle le receveur pour qu'il vienne en centre de transplantation. Et là, on fait une dernière évaluation avant qu'il entre en salle d'opération. Pour le prélèvement, il faut bien vérifier les instruments à prendre, le liquide de conservation, de cardioplégie, parce que souvent, là où on prélève, ils ne sont pas habitués à la chirurgie cardiaque. Donc, il faut bien vérifier la logistique. Il faut veiller sur le timing de l'opération par rapport au prélèvement, vérifier le transport, l'escorte parfois,
Et ensuite, on se déplace pour le centre de prélèvement. Là, c'est une petite vidéo de 2 minutes pour les premières transplantations qu'on a faites. Là, c'est le prélèvement du cœur. On vérifie toujours l'aspect du cœur, la compatibilité externe des yeux. Là, on place les canules de cardioplégie, on plante la horte et on commence le prélèvement. Là, le cœur est complètement prélevé. Je fais une dernière vérification. La conservation dans du liquide, dans du custodial. Là, l'escorte de la garde nationale, parce que il faut pas que le temps, ce qui nous dépasse, est 4 heures, entre le plombage chez le donneur et le déplombage chez le receveur. Et là, c'est la mise en place du cœur chez le receveur. Et le décrampage et le cœur qui reprend. Donc, le suivi du patient transplanté, les suites immédiates et à court terme se font à l'unité de soins intensifs pour détecter les éventuelles complications post-opératoires, pour instaurer la thérapie immunosuppressive et mettre en isolement le patient. Pour le long terme, c'est l'équipe de l'insuffisance cardiaque qui prend en charge le patient avec l'examen clinique, le CG, l'écho, les analyses sanguines et surtout la biopsie endomyocardique qui se fait à J15 à 1 mois, 3 mois, 6 mois et puis tous les ans pour détecter un éventuel rejet tardif. Et il faut aussi détecter les effets secondaires du traitement immunosuppresseur. Pour l'expérience de l'hôpital Arata, elle a commencé en avril 2019 et jusqu'en octobre 2024, on a réalisé 31 transplantations, dont 2 pédiatriques. Là, c'est la répartition selon les années. La première étiologie d'insuffisance cardiaque était la cardiomyopathie dilatée. Le sexe ratio était de 3/1. Alors, pour les résultats, donc 31 patients transplantés, 15 patients sont quand même décédés au premier mois post-intervention, 14 premières semaines, c'était des décès précoces, et un après 3 semaines par une pneumopathie à pseudomonas. 16 patients ont survécu. Après, dans les suites, un est décédé après 2 ans par pneumopathie avec Covid-19 et 2 par un rejet tardif. Et là, 13 patients ont eu des suites sans événement. Pour les données des receveurs, donc je vais mettre l'accent sur un fait que 6 patients étaient transplantés en urgence et les 6 patients sont décédés. Donc la transplantation en urgence,
bon, c'est des patients qui ont été déjà sous dopus, à forte dose et tout, donc ils sont tous décédés malheureusement. Pour les données du receveur, pour les données du donneur, en fait, les principales causes de mort encéphalique en Tunisie, c'est les causes traumatiques. C'est les accidents de la voie publique. Pour les données post-opératoires, donc le délai moyen de séjour en réanimation était de 8,5 jours. On a eu 4 dysfonctions primaires de greffant, 2 patients qui ont présenté un saignement réfractaires et qui sont décédés par saignement. 9 patients ont été mis sous ECMO, dont 2 qui ont survécu, et 10 patients ont présenté des effets secondaires différents du traitement immunosuppresseur. Alors là, c'est une plaque qu'on a présentée en 2021. Les limites de la transplantation, c'était le coût. Ça coûte environ dans les 270 000 dinars et on ne recevait que 35 000 dinars. Les problèmes de la santé publique en Tunisie, comme l'accès à certains tests spécifiques, à certains réactifs spécifiques, certains traitements spécifiques, et le délai de transport, lorsque c'est un transport dans une zone lointaine, on n'arrive pas à avoir le greffant. Heureusement qu'on a pu pallier au problème de coût, et là la CNAM elle rembourse la transplantation. Pour les problèmes de la santé publique, on trouve moins de problèmes pour accéder aux tests spécifiques pour la transplantation. Et pour le transport, il est assuré actuellement par une société de transport lorsqu'on peut accéder au site de prélèvement dans les délais. Sinon, c'est la garde nationale qui nous accorde le transport par hélicoptère. Donc, les limites actuellement restent le nombre insuffisant de greffants, comme partout dans le monde, je pense. Ça revient peut-être à l'insuffisance de déclaration de la mort encéphalique ou bien même à l'insuffisance de diagnostic de la mort encéphalique. Il y a aussi le refus des familles pour différentes raisons. Il y a eu parfois des problèmes médiatiques de rumeurs de commerce d'organes. On est confronté à plusieurs refus de familles pour des causes de ce genre. Pour certains patients, ils sont adressés un peu en retard pour l'équipe d'insuffisance cardiaque. Là, on vient de voir que 6 patients étaient opérés en urgence et ils sont tous décédés malheureusement. La liste d'attente qui est en train d'être numérisée avec un programme d'attribution numérisé aussi. Et aussi, c'est très important de garder la motivation des différentes équipes pour continuer le programme de la transplantation. On a encore de l'espoir et avec la détermination, on pourra aller jusqu'au bout. Ok, et on va démarrer la discussion. Bon, c'était passionnant, hein. En tout cas, c'était vraiment super, tous ces sujets. Alors, on va donner la parole à la salle pour poser des questions ou faire des commentaires. Bon, d'abord, levez la main ceux qui ont beaucoup appris et adoré la session. Alors, on refait la même demain matin à 6h, si vous voulez bien être là. Moi, j'avais une question. Déjà, bravo pour ce programme de transplantation, c'est vraiment incroyable. Je me souviens très bien en 2019 quand vous aviez déjà fait une session sur la transplantation et j'y étais, vous étiez plein d'enthousiasme. C'est vraiment super. Juste une question concernant les patients où tu nous as dit il y en a 6 qui ont été implantés vraiment dans un état catastrophique, un peu en catastrophe, en urgence. Est-ce que vous les aviez implantés d'ECMO avant la transplantation ou pas? Oui, pour certains patients, on avait déjà implanté l'ECMO, ils ont été greffés sous ECMO, et malheureusement, c'est pas ça. Ok, Samy. Donc, pour ces patients-là, on avait assez discuté avec les chirurgiens parce que les réanimateurs, le pronostic était quand même assez grave. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les super-U dans ces situations-là,
qui sortent systématiquement sous ECMO. Parce que vous demandez, est-ce qu'ils ont été mis avant sous ECMO? Ils sortent sous ECMO. Ils sont avant. Et avant. Et certains avant. Pas tous. Pas tous. Donc là, c'était déjà des patients assez graves. Et à un certain moment, on avait discuté de ne plus faire ces patients-là beaucoup parce que la série était en train d'être relevée petit à petit dans une mortalité qui était importante. Mais bon, je crois que maintenant, la sélection est très importante pour avoir mieux, mais maintenant, oui, c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a quand même un frein qui a été donné après ces patients-là. Alors, j'ai une question santé publique. Moi, j'ai la chance, comme vous savez, de participer à l'ESC, à la mise en place de ces centres-là. Vous savez qu'en Europe, il y a certains pays qui ont développé le nombre de centres qui peuvent faire ça. Et le nord de l'Europe n'a pas pris cette stratégie. Et maintenant, l'ensemble de l'Europe est en train de se rapprocher de ce qui se fait en Europe. Vous savez qu'en Suède, l'ensemble de la Suède, il y a un seul centre de transplantation qui est aussi le centre qui fait les assistances ventriculaires. Ma question, c'est en Tunisie, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que vous poussez un projet? Est-ce que le projet est plutôt de se rapprocher de ce qui se fait dans les pays scandinaves, qui est de dire on donne les moyens à un centre? Et je crois que vous avez très très bien expliqué, donner les moyens, c'est très très large. Ça va de l'anapathe aux produits, au transport, à l'assistance, au personnel qui s'occupe des patients, à la réhabilitation. C'est un énorme panier. Donc est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place pour ça, ou pour l'instant c'est pas encore 100% clair? C'est la norme. Mais je crois que de fait, actuellement, c'est en train d'être centralisé parce que la dynamique a pris. Il y a d'autres centres qui sont agréés pour la greffe cardiaque, etc. Mais de fait, je crois que c'est un peu le remake du début de la transplantation en Tunisie où l'hôpital militaire était le centre de réponse des seuls agréés à ce moment-là, et d'ailleurs en hommage à Dr. Cherish. Comme on veut vous rendre hommage parce que Dr. Cherish, pour les jeunes qui sont dans cette salle, doivent ça a été une expérience assez heureuse. Bon, il y avait peu de malades, mais le suivi, le suivi a été bon. Il y a un survivant, un médecin qui a survécu 26 ans. Il est encore vivant. Parce qu'il a échappé au rejet aigu, il a échappé au rejet chronique, le problème majeur qui survient après les 5 premières années. Il a échappé au Covid. Il a échappé au Covid. Oui, d'ailleurs. Beaucoup de drames avec le Covid. C'est vrai, les premiers chiffres paraissent un peu déstabilisants, mais avec une meilleure sélection, un meilleur appariement, je pense que les résultats précoces seront meilleurs. La mortalité nous, on a une mortalité de 30%. Mais ce qui était très, je pense que ce qui était une fois, moyennant un bon suivi, un bon contrôle des rejets, à temps, à 5 ans, on peut espérer, on peut avoir une espérance de vie, on a une espérance de vie de 85%. Ce qui est très, très. Après 5 ans, on a été confronté à 2 problèmes. Soit le problème, le patient est au centre du suivi, soit que pour des raisons liées au patient qui abandonne son traitement, donc il faut vraiment un patient psychologiquement très stable, soit le problème du rejet chronique, de la vasculopathie. Mais maintenant, on peut espérer avec le nouveau traitement, la MTR, la Victor, je pense que les résultats seront meilleurs. Mais en tout cas, on est heureux d'avoir encore un survivant à 26 ans et ça nous redonne tout espoir. Et merci à toi, merci à toutes ces filles de la Marca de nous avoir relancé justement, on vit encore, de nous avoir redonné cet espoir de voir. Je viens de dire Dr. Maza, il faudrait que les gens le comprennent et les décideurs le comprennent. Il faudrait, pour l'expertise, il faudrait du débit. Il faudrait
se tromper, il faudrait recadrer ou changer de trajectoire. Mais il faudrait de l'expertise, et pour avoir de l'expertise, il faut du débit, de l'expérience, et c'est pour ça qu'il faut certifier des centres, et la Tunisie n'est pas 100 millions d'habitants, la Tunisie n'est que de 10 millions ou 12 millions, et puis tout le transport, etc. Là, c'est des problèmes qui peuvent être réglés, c'est pas avoir la stratégie d'avoir 2 centres, l'un au nord, l'autre au sud, s'il y a un problème. Vous avez vu que récemment, dans l'Ancet, l'équipe de la Pitié a maintenu, a fait venir un chœur qui a traversé l'Atlantique. Mais il faut s'organiser pour ça. C'est faisable. Moi, j'aimerais poser des questions aux gens qui ne sont pas de Tunis. Qui n'est pas de Tunis, lève la main. J'espère qu'il y a des gens du cercle ou de la Toulouse. J'ai école comme Tunis. Ah bon? Ah! Non, mais je voudrais des gens qui viennent de l'étranger. Il y en a marre de voir des Tunisiens. Ma question est, plusieurs fois, il a été dit, les gens ne connaissent pas les indications et les malades sont référés tard. Est-ce que vous avez été bien formé sur ce point-là? Est-ce que vous, par exemple, vous avez été bien formé? Vous savez quand est-ce qu'il faut envoyer le malade? Merci, professeur. Moi, j'ai eu la chance de passer dans le section professeur. Ah ben vous êtes bien formé alors. Ah merde. Mais est-ce que parmi vos collègues, est-ce que dans des réunions, est-ce que vous vous rendez compte que les gens ne connaissent pas? Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils disent « Ah, je vais essayer ». Et quand après, quand le rein va mal, quand le foie va mal, même eux n'y arrivent pas. Et même, ça donne même, peut-être le pire scénario, c'est qu'il y a des cœurs, je suis sûr que vous êtes malheureux, ces 6 cœurs-là, je suis sûr que vous avez, vous vous êtes interrogé, est-ce que je le donne plutôt à ce malade-là, ou est-ce que je donne à ce jeune? Je parie que dans ces 6-là, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez l'impression que la formation est bien faite sur les bonnes indications et surtout le bon moment? Non, je dirais, là où je viens, c'est une question qui n'est pas intéressante. D'accord, parce que vraiment, quand le malade est très avancé, c'est compliqué. En fait, il n'y a même pas la notion de la transplantation. C'est ça, transplantation LVAD. Oui, là, on n'a pas. Sur le LVAD, est-ce qu'il y a des questions sur le LVAD? Parce qu'on a eu de très très belles communications sur le LVAD. Oui, jeune homme. J'avais une question concernant les experts. Pour les experts du LVAD, sur le plan rythmologique, le défibrillateur, comment est-ce qu'il faut mettre un défibrillateur? Si un patient n'a pas un défibrillateur avant d'implanter un LVAD, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est souvent des patients qui sont où il y a une resynchronisation avant, mais il n'y a pas une obligation. Non, pas du tout. Ce que j'ai pas dit, je crois, dans mon tableau, c'est que, mais c'est effectivement, heureusement que ça nous aide pour mettre toujours le doigt sur ce qui fait mal, c'est qu'il y a énormément de cardiologues qui ne connaissent pas l'assistance mécanique. Et j'ai parlé du LVAD comme si on en posait tous les jours, absolument pas. En France, c'est 160 machines qui sont posées sur l'ensemble sur l'année. L'année dernière, j'ai le chiffre cette semaine, c'est 160 machines qui ont été posées cette année. C'est ridiculement petit. Et effectivement, je ne suis pas sûre que dans des endroits, parce que c'est une implantation qui peut se faire que dans des centres qui font de la transplantation, évidemment. Mais je suis bien sûre qu'il y a des cardiologues. Moi, je viens de Loire-et-Cher, par exemple. Je suis bien sûre qu'il y a Blois. Les cardiologues qui gèrent des malades insuffisants cardiaques, pourtant on n'est pas loin de Paris, je suis bien certaine qu'ils les laissent comme ça, dans l'insuffisance cardiaque terminale, terminée, dire on est au bout, etc. Et qu'ils ne pensent même pas à implanter ces machines et à les référer au centre qui pourrait potentiellement faire quelque chose. On reste très mauvais, bien qu'on a cette schizophrénie pour la prescription médicale des 4 piliers, des 5 piliers, mais pour, c'est-à-dire déléguer le patient et l'adresser à temps. Sincèrement, on est très mauvais tous, que ce soit de Tunis ou de Moi, le premier, je prends mes responsabilités sur les 4 piliers. Je vais vous donner un exemple. Dans l'ensemble du monde, vous savez que le nombre de malades qui ont une CRT
est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de s'axer sur les 4 piliers. Le type, il a un QRS comme ça, il a clairement l'indication, mais on ne le voit plus. Et on ne l'enseigne plus, on revient à ce que vous dites. Et c'est pour ça que ça m'a, sur un des cas, je ne sais plus, qui a été présenté tout à l'heure, je crois que c'est vous qui avez dit, la patiente a eu le ou la patiente, je ne sais plus, a eu un CRT qui n'était pas responsive. Et vous savez qu'aujourd'hui, les résultats des études sont clairs. Plus on tarde à mettre le CRT, et moins le CRT marche. Hein, puisque vous savez que le CRT, les meilleures indications, c'est déjà quand le NT-proBNP est plutôt bas. Là, on a de très très bons éléments. Et si vous tardez à chaque étape, là, vous êtes chaque fois en train de courir derrière le temps. Je ne sais pas si c'est le coût, c'est très passionnant de discuter avec toi, c'est le coût de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque qui constitue pas un blocage, parce que la prise en charge, elle est globale, c'est-à-dire il a les 4 piliers, il a le resynchro qui doit être à un stade précoce, il y a même la stimulation, les types de stimulation, c'est plus la stimulation d'un branche, que ce soit la branche gauche qui est stimulée, etc., c'est-à-dire un truc physiologique, mais même par rapport à ça, il y a l'apport de la rythmologie interventionnelle qui a transformé le pronostic de beaucoup de patients, parce qu'en gérant les insuffisances cardiaques, c'était la EPA, c'était la défibrillation de vos patients, Fleuter, etc. Que de Fleuter, on a découvert pour qui sont à l'origine de décompensation, etc. Les insuffisances cardiaques, c'est les enfants avec cardiopathie congénitale qui gardent des arythmies après la chirurgie ou ils ont des arythmies répétées, des extrasystoles. Je vous assure que là, rien qu'à notre niveau de petit centre, par rapport à ce qui s'écrit dans le monde, on est en train de voir que il faut l'approcher de tous les angles. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que c'est trop cher qu'on se cantonne au médical, on se cantonne parfois au device, on se cantonne parfois à la situation. Ce que je trouve aussi très intéressant sur les cas que vous avez présentés, c'est qu'on revient à une médecine personnalisée. C'est-à-dire que j'ai trouvé que chaque cas était différent. Chaque cas, vous avez découvert l'AFA, il a fallu réduire l'AFA. Chaque cas est différent, socio-économiquement, probablement aussi, ça rajoute celui qui habite dans le sud, celui qui habite ici. Donc, et c'est pour ça qu'une fois encore, un centre, c'est déjà énorme si on pouvait avoir un centre sur lequel on donne tous les moyens, les expertises médicales. C'est pas que l'argent, c'est aussi des expertises médicales. Et tu dis très très bien que chaque malade, vous apprenez une tonne. Vous disiez vos premiers malades, vous avez beaucoup appris sur les premiers patients. Oui, sur le long terme. Il faut faire beaucoup de progrès aussi. Il faut se prendre contact de l'amitié. Et puis on a fait, nos chirurgiens avaient déjà acquis une grande expérience à Paris et à Londres. Donc ça a démarré assez sérieusement. Et le blocage, c'était plus juste, c'est pas encore bloqué, hein, c'est le programme de parentalité. Il y a des maillons de la chaîne qui manquent. Qui manquent, et ça c'est important. Peut-être dernier truc, parce que là il faut qu'on parte avant qu'on nous tire les... LVAD, 6 cas par an, c'est un début j'imagine, parce que si ça marche bien, si vous avez des résultats aussi prometteurs, ça va aller plus loin. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est-à-dire on est parti pour 6 par an les 3 premières années. D'accord. Aujourd'hui, cette année c'est la première. Cette année, c'est la première, et c'est-à-dire le reliquat, s'il y a... peut être porté l'année prochaine. On fait le point. D'accord. Et après, ça peut être rediscuté pour doubler ou tripler. C'est comme on l'a fait pour le programme TAVI. Mais bon, c'est les moyens de l'État et les moyens. Mais vous savez, les TAVI, on a commencé par 10. Maintenant, on est à 100 et quelques. Bon, moi, je crois qu'on mérite tous des applaudissements. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pardon, madame. Vous allez conclure. Peut-être avant de sortir de cette salle, pour justement mieux sélectionner et savoir à quel moment précis il faut retenir l'acronyme I need help. Et si on connaît toutes les étapes de cet acronyme, on ne risque pas de passer à côté d'une indication qui se fait à temps. Voilà, ça c'est un propos de la fin.